Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Tim Dumain, le cofondateur de Big Blue, un service de logistique qui accompagne les marques e-commerce. Tim, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc effectivement, je suis Tim. J'ai lancé avec deux cofondateurs, William et Mathias, Big Blue, il y a maintenant 5 ans. Avant ça, j'avais une marque qui faisait du jeu de société. Et c'est là que j'ai fait du e-commerce, que j'ai appris ce que c'était que construire une marque, construire un site de e-commerce, le faire scaler, que ce soit avec des ads, mais aussi des emails. Et on va parler de ça. Exactement. Et Donc ça a été ta porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. exactement. Bah, en fait, si tu veux, c'était ma porte d'entrée. C'est comme ça que j'ai appris à créer une boîte. Ok. C'était mes premiers. J'ai commencé à 19 ans, donc je savais vraiment rien Très faire. précoce, très Je, précoce. je savais même pas ce que c'était qu'une start-up, si tu veux savoir. Un moment donné. Mais c'est aussi ça qui m'a donné envie de créer la deuxième boîte. On va en parler, de créer Big Blue. Exactement. Et en fait, donc cette première boîte s'appelle Morning. On l'a créée en 2011 Ok. et on construit tout depuis zéro. Au début, on distribuait des Rubik's Cube, des équivalents de Rubik's Cube. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu quelques années plus tard. Mais on a eu envie au fur et à mesure de créer nos propres jeux de société, donc d'être éditeur de jeux de société. Mais là-dedans, tu as un produit physique. Donc, à chaque étape de la vie de la marque, c'est poser la question de savoir comment on allait stocker nos produits. Au début, on stockait dans une chambre d'étudiants d'un des cofondateurs. Le fameux garage dans lequel Ouais, tout s'est bah là, construit. c'était une chambre d'étudiants. Ensuite, dans nos bureaux, et on a peu à peu grandi pour avoir nos propres entrepôts, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, jusqu'à se poser la question de savoir quel était notre métier. Pourquoi on faisait la logistique de nos produits? Est-ce que c'était vraiment utile et important? Ok. Et on s'est juste dit qu'il fallait qu'on externalise. Et parce que finalement, 50% du temps qu'on utilisait, c'était pour faire de la logistique. On pensait que notre métier, c'est plutôt d'aller créer des produits et d'aller chercher les clients. Et on faisait que de la logistique. Et le jour où on a externalisé, c'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que les vrais problèmes ont commencé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'externalisation, les entrepôts à qui on aurait pu confier nos marchandises, ils ne savaient pas faire du e-commerce. Ok. Ils ne savaient pas se connecter à nos outils, à notre CMS. Ok. Ils n'avaient aucune plateforme pour nous donner du reporting, de l'information. Et en fait, c'était une catastrophe. Ils avaient cette compétence logistique, mais pas du tout la compétence tech. Alors, j'ai tendance à croire qu'ils n'avaient même pas la compétence logistique parce que la logistique du e-commerce, c'est très différent de la logistique de pneus, tu vois, ou de la logistique B2B. Et en fait, à cette époque-là, tu avais très peu d'entrepôts de moyenne ou de petite taille qui savaient vraiment bien faire du e-commerce. On parle quand même il y a 8 ans, on a pris cette décision-là. Et c'était tout cassé, donc on a un peu payé les pots cassés justement Ok. de la logistique du e-commerce. Et c'est justement ce qui t'a donné, on va dire, l'idée, et aussi t'as décelé du coup un problème sur ce marché-là. Ouais, alors c'est ce qui m'a donné l'envie. Ensuite, l'idée, on l'a eu avec mes cofondateurs William et Mathias, Ok. avec qui j'ai fondé Big Blue. Eux avaient aussi réfléchi à des idées dans le secteur du e-commerce, de la logistique. Et on s'est retrouvés sur un même constat et une même envie de résoudre les problématiques des commerçants sur la partie opérationnelle. Parce qu'en fait, la partie opérationnelle des marques, c'est la différence entre une marque qui a succès ou non. C'est-à-dire que tu peux avoir un super produit, tu peux avoir un super marketing. Si tu n'as pas une bonne gestion de ta livraison, une bonne gestion de l'opérationnel, tu vas te planter 100% du temps. J'ai vu une étude qui disait que plus de 90% des consommateurs estiment que la qualité du service est aussi importante que la qualité du produit. Exactement. Et clairement, une marque qui a un bon produit mais un mauvais service client, une mauvaise livraison, va vendre une fois un client mais ne vendra pas 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu as tout compris. Bon, de toute façon, je ne vais pas te convaincre de ça, tu fais des emails, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne va plus chercher à avoir des clients une fois parce que les publicités coûtent cher, en fait, ton acquisition top funnel est compliquée, et donc une fois que tu as ton client, tu as envie de le garder. Il y a une autre stat, c'est que un client qui revient, donc qui rachète, te coûte 6 à 8 fois moins cher qu'un nouveau client. Via les emails, via plein de choses, mais tu as besoin pour ça, si tu veux le garder, d'avoir une expérience client exceptionnelle.
et les attentes des consommateurs, elles sont créées par notamment Amazon. Donc les attentes consommateurs, c'est la livraison rapide. Alors maintenant, Amazon fait la livraison le jour même, le lendemain, du suivi dans tous les sens, une expérience de retour qui est formidable, des informations en amont même de la commande sur le site avec Amazon Prime. Tu vois quand est-ce que tu vas être livré exactement, en fonction de ton code postal, de ta localisation. C'est pour ça qu'on a créé Big Blue, c'est pour faire exactement ça. C'est pour permettre à des marques d'avoir le même niveau de service qu'à Amazon. Parce que les attentes consommateurs sont aussi élevées que ce qu'Amazon est capable de Parce proposer. qu'ils ont posé des références dans le domaine. Et maintenant, les gens se sont habitués à des livraisons rapides. C'est exactement ça. Alors qu'avant, on pouvait attendre une semaine sans stresser. Ouais, avant, il y a... les gens commencent déjà à s'impatienter. Moi, quand j'ai commencé le e-commerce, on envoyait en lettres suivies. Les clients, ils étaient livrés en 5 à 8 jours, ils étaient contents. Et encore, nous, on a tendance à pousser un peu la personnalisation. On mettait des goodies, des bonbons dans les commandes, on poussait un peu le truc. Mais tu avais des marques qui s'en foutaient complètement. Et c'était normal d'être livré en une semaine. Et là, je te parle d'il y a 10-12 ans, c'était normal d'être livré en une semaine. Aujourd'hui, tu ne conçois pas. En fait, tu es livré en plus de 3 jours, tu appelles le service client pour te plaindre. C'est ça. Après, il y a quand même aussi le fait d'avoir un suivi de qualité via des emails qui permettent justement de rassurer les gens. Et si on pose la base, par exemple, que la livraison sera de 5 jours ouvrés, si derrière il y a un suivi par email à chaque étape, la personne, normalement, aura tendance à comprendre et à l'accepter. De toute façon, alors, c'est un tout. De toute façon, le suivi, il est ultra important parce que ça va réduire la tension sur ton support client, d'être proactif pour donner des informations, donc où en est la commande. Nous, on a vraiment énormément poussé l'expérience de suivi. Donc on ne fait pas juste du suivi de colis, mais on fait du suivi de commande. Donc c'est à partir du moment où tu passes ta commande que tu vas avoir des notifications. Quand c'est préparé à l'entrepôt, tu as une notification, tu peux envoyer un email. Quand ça va être remis au transporteur, mais vraiment remis au transporteur, pas juste le numéro de suivi existe et peut-être que le transporteur l'aura dans la journée. Quand vraiment c'est remis au transporteur, tu peux envoyer un email, etc. jusqu'à la livraison finale. On fait même du suivi de retour. Ouais. Donc on va beaucoup plus loin. On pourra en parler tout à l'heure. Exactement, via votre outil d'ailleurs. Ouais, mais on fait du suivi de retour via Big Blue. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, pour moi c'est un tout. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire accepter à un client la livraison en 15 jours parce que tu as des emails de suivi. C'est-à-dire que le service est ultra important, associé avec le suivi et l'expérience technique, enfin l'expérience software. Excellent, excellent. Merci pour cette mise en bouche, Tim. Avec plaisir. On va aussi du coup faire un petit détour sur toi, ta personne, parce que c'est quand même très important de connaître l'humain qui est derrière cela. Les humains, parce que tu as des cofondateurs du coup. Qui es-tu toi du coup, Tim? Quel est ton passé, en quelques mots? Alors, du coup, moi je suis passionné de e-commerce. Je fais ça depuis 12 ans. Avec cette première marque qu'on a créée en 2011, Morning. Okay. Donc on a fait évoluer, on a créé des produits, on a été distribué dans une trentaine de pays, on était assez fort en e-commerce. J'avoue que je ne serais pas capable de donner les chiffres d'affaires qu'on faisait, mais je me souviens qu'on était monté sur des moments à 1500, 2000 commandes dans le mois. À l'époque, nous, on était hyper contents de faire ça. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme dans 30 pays. Et alors 30 pays, on était distribués. Donc, bien sûr. Dans une société, tu peux trouver des distributeurs locaux à peu près partout. On avait petites boutiques indépendantes, alors quand je parle certains libraires, etc. Alors je parle plutôt de distributeurs, donc de grossistes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont prendre tes produits et les distribuer à des boutiques indépendantes, etc. Donc quand tu trouves quelqu'un qui dit je t'achète en ferme 5000, 10 000 unités et je vais envoyer ton jeu partout en Pologne par exemple. Voilà. Et du coup tu as un distributeur polonais. On a des distributeurs polonais, américains, anglais. En France on faisait nous-mêmes. Donc j'ai pas mal vécu la création et le scale d'une marque en tant que telle. Okay. Et depuis, je me suis mué en CEO de start-up tech en créant Big Blue avec William et Mathias. William et Mathias, je les ai rencontrés quelques mois avant qu'on crée Big Blue ensemble. Okay. C'est pas une aventure de 15 ans d'amitié comme certains peuvent... J'ai monté ma première boîte avec mes meilleurs amis, qui sont toujours mes meilleurs amis d'ailleurs, mais on a pris des chemins différents. William et Mathias, je les ai rencontrés sur le tard.
Mais en fait, on a vu qu'on avait des valeurs communes, que ce soit des valeurs de travail, une work ethic très, très similaire, une vision commune aussi. Donc en fait, tu vois, quand il y a un match, quand tu comprends que bosser ensemble, ça va être simple et que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout, que oui, parfois c'est difficile, parfois tu te remets en question, parfois tu t'engueules et tout, mais que c'est systématiquement très sain et qu'on va de l'avant, bah, tu dis voilà, on peut tout faire ensemble et ça va aller très loin. Une confrontation d'idées. Ouais, toujours. Confrontation d'idées et de mentalité, parce que vous n'avez pas les mêmes passés, pas la même expérience non plus. On est extrêmement complémentaires, si tu veux. Moi, j'ai le passé marque qui faisait que je parlais très très bien. C'était très facile pour moi de parler avec des marques parce que je comprends le e-commerce et parce que les marques, elles voient que, les gens qui gèrent les marques voient que on a fait la même chose et qu'on est capable de discuter sur un pied d'égalité. William, lui, il a eu un passé en opération, c'est un mec qui s'est extrêmement bien exécuté, et du coup, c'était normal pour lui de gérer la logistique et les marchands une fois qu'ils ont signé, de faire en sorte qu'ils puissent être bien chez nous et scaler. Il est très fort à ça. Et Mathias, lui, il a un passé chez Apple et Vimeo en tant que software développeur. Donc il est naturellement CTO. Et c'est un CTO qui non seulement est une bête technique, mais aussi qui a une bonne vision du marché et une bonne compréhension des clients. Donc voilà, on est extrêmement complémentaires. Vous êtes vraiment les 3 mousquetaires. Ouais, tu peux dire comme ça. Ouais. Ouais, mais chacun a une expertise qui est extrêmement importante pour diriger une startup. Exactement. L'opérationnel, le marché, donc le e-commerce, et ensuite la technique, exactement, le développement. Exactement. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est ce qui fait que on est devenu premier en France. Je crois que ça fait un an et demi que Big Blue c'est la première solution de logistique e-commerce en France. On est deuxième en Espagne, en passe de devenir premier. On est sérieux compétiteur en Angleterre et on n'a pas fini. L'objectif c'est de devenir la solution principale en Europe, le standard en Europe. C'est-à-dire que quand tu veux lancer ta marque, tu prends un Shopify, tu prends un Klaviyo et tu prends Big Blue. Tu vois, c'est ça qu'on veut. L'autre 3 mousquetaires. Exactement. Et puis on s'entend très très bien avec ces solutions-là parce qu'on a un mindset qui est similaire. Exactement. Et puis vous avez du coup des relations privilégiées, vous les connaissez. Alors privilégié, oui, forcément, quand tu passes beaucoup de temps dans l'écosystème, tu as des copains un peu partout, chez Shopify, chez Klaviyo, on connaît beaucoup de monde, on commence à connaître tout le monde en Europe, mais parce qu'on a envie de faire la même chose, tu vois, on a envie de rendre la vie simple à des e-commerçants qui puissent, d'une idée, aller très très rapidement vers une exécution et un scale de marque et faire les marques du futur, les leaders du futur dans la food, dans la beauty wellness, dans la fashion, etc. Ok. Et justement, c'est la parfaite transition. Comment vous, Big Blue, vous faites? Quelle est votre valeur ajoutée et qu'est-ce qui vous permet de satisfaire vos clients? Écoute, il y a pas mal de choses qui fait qu'on est très différent des standards du secteur. Nous, on a l'habitude de dire qu'on est tech first, c'est-à-dire qu'on est avant tout une tech qui va résoudre des problématiques de livraison. Notre objectif, c'est pas juste de dire voilà, on envoie un produit d'un point A à un point B et c'est fini. L'objectif, il est avant tout d'améliorer l'expérience de A à Z du client final, du client de notre client. Et ça veut dire quoi améliorer? Ça veut dire que on va non seulement faire en sorte que le client soit rassuré au moment de la commande. On a un peu une approche comme Amazon Prime, on a développé quelque chose qui s'appelle les fast tags, c'est-à-dire que sur la page produit, on va pousser de l'information directement sur la page produit, où on va donner la date de livraison exacte de la marchandise, donc le client en fonction de la situation géographique du client. Donc c'est-à-dire que le client, quand il va être sur la page produit, il va avoir moins de friction à acheter. Il ne va pas se poser la question de s'il va recevoir, alors, je reçois dans 3 à 5 jours. Est-ce que je reçois vendredi, samedi, lundi? Non, on sait exactement quand est-ce qu'on va recevoir la marchandise. On va vraiment faciliter la conversion. Et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que jusqu'à la livraison finale et même les retours, on fait en sorte que l'expérience soit exceptionnelle via du suivi, on en a parlé, via un unboxing qui est super, via une expérience de retour qui est super, pour qu'il y ait du repeat. Donc finalement, ce qu'on apporte, c'est une augmentation du chiffre d'affaires des marques au travers de l'expérience de livraison. Excellent. Et cette expérience-là, aujourd'hui, comment elle se passe chez Big Blue?
un client, une marque e-commerce à un client qui achète, comment ça se passe? Alors, la marque e-commerce, elle aura accès à une plateforme qui lui permet de paramétrer l'intégralité de sa logistique. Donc, elle peut paramétrer, par exemple, les emails de suivi. Ok. En fait, on parlait des emails de suivi tout à l'heure en disant que c'est un élément de réassurance, que ça va augmenter la lifetime value et tout. Mais c'est aussi des emails qui sont ouverts 75 à 80% du temps. Chez Bigloo, nous, on est plus proche des 80% d'ouverture. Tu le sais toi-même, un Exactement. email marketing classique, c'est 25-30%. Alors j'imagine que tu fais plus, mais En newsletter, tu vas tourner entre 20 et 50%, mais la Ouais. moyenne est de 25% en France. voilà, la moyenne c'est 25%. Donc un email de suivi, c'est 3 fois plus que la moyenne d'un email marketing. Du coup, c'est une plateforme parfaite pour faire du marketing, pour pousser des offres, pour montrer ta marque, pour montrer tes réseaux sociaux, pour pousser au réachat et pousser à ce que les clients finaux te suivent sur le long terme. Et ça, tu peux le paramétrer directement depuis Bigloo. C'est-à-dire que, on pourra potentiellement. Ouais, Vas-y. après démonstration, effectivement, la plateforme permet d'envoyer des emails automatiques à chaque étape Ouais. de la livraison et en temps réel. Ça veut dire que c'est une notification envoyée par le livreur, enfin par le transporteur, qui permet d'envoyer automatiquement, si j'ai bien compris, l'email à la personne. Je vais pas tacler les solutions concurrentes nominativement, mais les solutions concurrentes en termes d'email de suivi, ce qu'elles font, c'est elles scrapent les informations des transporteurs. C'est-à-dire que le transporteur a une page de suivi, et du coup, eux vont récupérer les informations publiques. Nous, c'est très différent parce qu'on a les contrats avec les transporteurs. En fait, on fait quelque chose que personne d'autre peut faire. On a les contrats avec les transporteurs. Du coup, on se connecte directement aux API des transporteurs. Ok. Donc, on a l'information en même temps que ce que le transporteur pousse sur sa page. Et parfois même avant, parce que les API parfois sont plus réactives, donc on arrive à avoir des informations et pousser des informations avant même que le transporteur n'ait eu la capacité de donner l'information sur sa page de suivi. Ok. Alors que les solutions concurrentes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont scraper tous les 3-6 heures. Ce qui fait que tu vas avoir des notifications qui ne sont pas souvent en retard de 3-6 heures, et parfois même d'une journée. Et puis en plus, la relation avec du coup le transporteur n'est pas non plus au beau fixe, alors que vous, du coup, vous avez des relations avec eux. Nous, on a des relations avec les transporteurs, donc on peut être proactif dans la résolution des problèmes. C'est-à-dire que nous, quand on arrive à capter qu'il y a un statut de commande qui a été trop long, Ouais. et donc le colis est en livraison depuis 2 jours, c'est pas normal, bam, on a nos équipes qui contactent directement le transporteur Ok. et qui essayent de trouver le problème, de résoudre le problème proactivement et finalement de contacter le client final et de lui amener une solution à son problème avant même qu'il ait rencontré le problème. Tu vois. Et donc avant même qu'ils se plaignent. Et Avant ça, même c'est qu'ils un se élément important parce qu'à partir du moment où la personne a commencé à se plaindre, il est compliqué de revenir en arrière. Ouais. Il faut sortir les Alors, draps et la couture pour réussir à le récupérer. Premièrement, nous, c'est aussi pour ça qu'on se connecte à Klaviyo, qu'on se connecte aussi à Zendesk et Gorgias, dans un souci de proactivité. Par exemple, nous, on demande systématiquement, alors on va peut-être en parler plus en détail tout à l'heure, mais on demande systématiquement comment s'est passée la livraison à la fin des emails de suivi. On demande est-ce que la livraison s'est bien passée ou s'est mal passée. Et demander ça nous permet d'avoir de l'information. Donc on a 25% des clients qui vont donner un avis positif ou négatif, qui vont donner leur avis, ce qui est énorme. Et s'il y a un client final qui n'est pas content, on peut déclencher automatiquement un ticket sur Gorgias ou Zendesk. Donc on va créer un ticket. Ok. Donc les équipes support de la marque peuvent être proactives et contacter le client. Et on peut aussi déclencher un email sur Klaviyo. Donc c'est-à-dire que le statut genre mauvais, pouce vers le bas, ça déclenche un email automatiquement. Ah, je suis désolé que ça se soit mal passé, que votre livraison soit mal passée. Tenez, pour se faire pardonner 10%, sachez que notre équipe est au courant et qu'elle va vous contacter pour essayer de résoudre le problème. Excellent. Et en Donc plus, là, tu as l'expérience ultime, quoi. exactement. Et tu peux envoyer un sondage, récupérer un maximum de retours aussi qui sont justement les retours négatifs afin que le client puisse lui améliorer son produit, améliorer son service. Exactement. Donc ça, c'est de la data qu'on donne aux clients qui est directement accessible sur l'application. Et puis à l'inverse, tu as des pouces vers le haut. C'est important aussi parce que nous, on peut balancer via Klaviyo. Donc c'est connecté à Klaviyo. Dès qu'il y a un pouce vers le haut, on déclenche un flow d'email et on dit t'as bien aimé la livraison, est-ce que t'as bien aimé le produit, est-ce que tu veux nous noter sur Trustpilot, est-ce que tu veux nous donner 5 étoiles sur Trustpilot, ça serait cool, etc. Donc tu maximises les bonnes notes sur Trustpilot, sur Google, etc. Voilà. Et donc tu obtiens une preuve sociale
qui est aujourd'hui le pilier de conversion chez les clients. Exactement. Bah, les notes, c'est la base de l'UGC. Hein. C'est le plus petit user generated content que tu peux avoir. C'est quelque chose que les clients donnent assez facilement. Donc si tu peux pousser les clients finaux à donner une note, c'est bien. Mais il y a beaucoup de marques qui ont peur de systématiquement envoyer un email à tous leurs clients parce que leurs clients mécontents vont être beaucoup plus vocaux, généralement. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on met entre deux ce pouce vers le haut, ce pouce vers le bas. Donc, c'est ce qu'on appelle le CSAT, c'est Customer Satisfaction. Donc, de s'assurer d'abord que le client est content ou, s'il n'est pas content, d'agir et ensuite demander la note, c'est beaucoup plus efficace. Exactement. Très bien. Aujourd'hui, Big Blue, combien de clients? Quelle est votre typologie de clientèle aujourd'hui? Quelle marque aujourd'hui peut travailler avec Big Blue? Alors, combien on a de clients? On en a plus de 500, on en a plus de 500 maintenant, qui sont répartis entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. Multimarché, donc ça peut être très intéressant pour les marques qui ciblent d'autres marchés. Exactement. Et on a des marques qui font entre 500 000 euros à l'année de chiffre d'affaires à 100 millions d'euros. Nos plus grosses marques font même plus de 100 millions d'euros. Mais c'est aussi notre capacité à gérer toutes les différentes typologies de marques qui nous rend fort. Si on n'avait pas pu commencer aussitôt que 500 commandes par mois, on n'aurait pas eu Unbottled. Unbottled qui a commencé avec nous à 500 commandes et qui maintenant en fait 20 000, si tu veux. Qui a énormément progressé effectivement en quelques années. Énormément progressé. Devenu référence. Ça fait 3 ans qu'ils existent, 20 000 commandes et on va les accompagner sur les différentes étapes. Dès qu'il y a des choses à faire, ouvrir un nouveau marché, ça va certainement être quelque chose dont on va discuter dans le futur. Ok. Je ne suis pas en train de faire d'annonce là. Je dis juste que c'est possible qu'on en parle avec eux parce qu'ils sont déjà très gros en France. Ça sera hyper facile pour eux d'ouvrir l'Angleterre ou l'Espagne parce qu'on a des entrepôts sur place. Exactement. Et après, le process, lui, est répété, quel que soit l'entrepôt, le marché. C'est même au-delà de ça, c'est même pas le process, c'est que c'est la même application. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gérer 3, 4, 5 entrepôts directement sur la même application. Tu vas pouvoir connecter plein de Shopify, des PrestaShop, des Magento sur la même application. Ok, même application, même compte, on peut avoir 10 Shopify, 10 marchés différents. C'est marrant parce que on a eu une notification sur notre Slack il y a quelques jours qui disait qu'on a notre premier client qui a plus de 10 Shopify connectés, 10 shops connectés à la même application. Donc maintenant, on est capable de gérer plus que 10 shops. En fait, on le savait, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir un marchand qui a 10 shops directement sur la même application. Le cas concret là, maintenant, vous le savez. On a un cas concret, ouais. Et qu'est-ce que ça peut être pour vous donner un peu des idées, mais quelqu'un qui lance des marques, qui fait des tests, qui lance plein de marques pour faire des tests, ou quelqu'un qui gère les marques d'autres, qui gère les Shopify d'autres marques. T'en as, tu vois. Nous, le cas, je ne vais pas te citer le nom exactement, mais le cas, c'est quelqu'un qui gère les Shopify d'artistes. C'était des artistes qui ont des goodies, etc. Un manager en fait artistique qui va gérer Exactement. leur e-com. Il gère tous les e-com de goodies, tu vois. Et c'est le feu parce que lui, il a tout centralisé. C'est beaucoup plus facile pour gérer son business. Ok. Et donc justement, comment vous gérez le fait qu'il y ait une multitude de niches, une multitude d'activités qui utilisent Big Blue? Écoute, on a quand même restreint. Ça c'est important. Ouais. C'est important de restreindre, de savoir et accepter le fait qu'on ne peut pas toucher tout le monde, on ne peut pas gérer tout le monde. J'ai dit qu'on faisait toute typologie de marque, mais en fait aujourd'hui tu fais des lits, on ne sait pas faire, c'est trop gros pour nous. On aimerait bien, parce qu'ils commencent à faire des super marques qui font des matelas, des choses comme ça, mais on ne peut pas les gérer aujourd'hui, parce que ça nécessite de tout changer en termes d'opérationnel, à l'entrepôt, en livraison, etc. Par contre, on est capable de faire énormément de choses, de la cosmétique, à la pet food, au gros sac de nourriture pour chiens, on est capable de faire, en passant par des petites robes et des petits pulls, tu vois, parce qu'on a des entrepôts qui sont spécialisés. C'est ça exactement, vous avez des entrepôts qui sont adaptés Exactement. à un certain type de produits. En fait, c'est la force, aujourd'hui on a 8 entrepôts qui sont répartis sur 3 pays, c'est la force d'avoir ces différents entrepôts. On a par exemple un entrepôt qui est dédié à la fashion, au prêt-à-porter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une partie du stockage qui est en suspendu. Donc une robe que tu ne dois pas froisser ou une chemise que tu ne dois pas froisser, elle est stockée en suspendu. Sur cintre. On a la capacité de repasser, de gérer les retours de manière différente. On a des processus qui sont adaptés. Vous avez un service de pressing?
directement. Exactement, exactement. C'est-à-dire que quand tu vas gérer un retour et que tu as envie que le produit il soit dans un état parfait pour être remis sur le marché, on va faire. C'est pas vraiment un repassage classique, c'est du steamage pour que le produit revienne exactement en place. Ok. Et on fait pareil sur la cosmétique. Par exemple, la cosmétique, on a développé même des parties du software Bigloo qui sont propres à la cosmétique ou à la food. On gère les lots, tu vois. Ok. Tu vois ce que c'est les lots dans la cosmétique, dans la food? C'est quand tu fais un batch de production. voilà. Ouais, quand tu fais un batch de production, genre mettons, tu vas produire genre 1000 unités du produit, je dis n'importe quoi. Très bien. Tu vas avoir un numéro de lot. Ce qui te permet, s'il y a un problème sur un produit qui a été identifié par un client, je sais pas, le produit a tourné, de rappeler l'intégralité du batch de production. Comme ce du qui se lot. passe sur les rappels alimentaires, par exemple, Exactement. comme on voit les scandales ces derniers temps. Exactement. En fait, ça c'est obligatoire. Exactement. Donc, les autorités sanitaires obligent les marques à être capables de traquer leur lot en fonction des batchs de production. Et du coup, nous, on a intégré ça dans l'application Bigloo, c'est-à-dire que tu peux identifier les produits qui font partie d'un lot, et surtout, tu peux identifier les clients qui ont reçu des produits qui font partie d'un lot. C'est-à-dire que tu vas avoir un problème avec un produit, tu vas faire un extract de tous les clients qui ont reçu ce produit-là, tu vas leur écrire un email, et tu vas leur dire, écoutez, on a eu un problème avec un produit du lot, on est obligé de rappeler l'intégralité des produits de ce lot-là, et tu fais du damage management, et surtout tu évites que des personnes aient des problèmes avec une crème ou avec de la food, parce que ça peut être grave. Ça peut être très grave, exactement. Et là, il y a des grosses conséquences. Exactement. Et justement, du coup, cette relation, comment elle fonctionne vis-à-vis des fournisseurs et des marques? Parce que les marques ne produisent pas toutes leurs produits. Il y en a qui ont des fournisseurs qui produisent pour eux. Ouais. Comment se passe justement déjà cette question de logistique et ensuite cette question de rappel, s'il y en a? 99% des marques produisent pas pour elles-mêmes. Ouais. C'est vrai que tu as des marques qui produisent pour elles-mêmes, qui ont leur propre usine, etc. Mais c'est plutôt rare. Donc toutes nos marques, la plupart de nos marques fonctionnent avec des fournisseurs. La relation, nous, on la connaît pas trop. Nous, ce qu'on voit, c'est des inbound shipments, c'est-à-dire que quand ils vont annoncer que la marchandise va arriver à l'entrepôt, donc ça, ils vont pouvoir le faire directement depuis l'application. Ils peuvent soit donner un accès à leur usine pour que eux annoncent l'arrivée de marchandises, ou à l'inverse, le faire eux-mêmes pour annoncer l'arrivée de la marchandise, etc. Donc tout ça, c'est géré sur le software, et on fait en sorte que ce soit le plus simple possible à gérer pour eux, et qu'ils puissent traquer l'arrivée de la marchandise. Et l'interaction avec les fournisseurs, nous, on la maîtrise pas, et c'est pas nous qui l'avons, c'est les marques qui gardent ça. Ok, vous n'avez pas de contact direct avec eux? Non. Juste les notifications quand la production va arriver? Exactement, ouais. Très bien, ok. Et concernant les retours, justement, parce que c'était la suite de la question, donc pareil, pas de lien avec le fournisseur, c'est la marque qui gère ce côté-là, comment ça se passe? Tu parlais des retours, oui, donc si quand client qui n'est pas satisfait renvoie le colis. Ouais, mais spécifiquement pour les lots ou non? Tu peux, si tu veux, l'intégrer dans les lots, mais après plutôt à l'unité, oui. Alors, le fournisseur n'est pas trop impliqué là-dedans. C'est pas forcément une étape du process où le fournisseur est impliqué, sauf si tu as un défaut produit. Et dans ces cas-là, être capable d'identifier que tu as un défaut produit et le faire remonter au fournisseur, c'est important. Les retours, comment c'est géré chez Bigloo? Tu as accès à une interface qui est, en tant que marque, tu as accès à une interface que tu peux complètement personnaliser, à l'image de ta marque, avec ton logo, avec tes couleurs, avec tes photos. Surtout pour que les clients n'aient pas l'impression d'être tombés n'importe où et que ça les rassure. Et comment eux peuvent donner accès à cette interface-là? Via les emails. Donc dans les emails de suivi, tu mets un accès, tu mets un lien à la partie, à cette interface de retour, et directement tu vas tomber sur ta commande. Page éditée par Bigloo. Page éditée par Bigloo, et tu tombes directement sur ta commande. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de rentrer ton numéro de suivi et des choses comme ça. Directement, tu tombes sur la commande. On a aussi, sur chaque bon de livraison, dans chaque commande, on a un petit QR code pour que le client final puisse flasher et directement avoir accès à cette interface-là. Et il n'a pas besoin de l'imprimer? Alors, ça c'est après. Donc il y a un QR code pour qu'il ait accès à l'interface de retour. Ok. Une fois qu'il a fait son retour, on fait effectivement du printerless. Mais je vois très bien à quoi tu fais référence. Donc le printerless, c'est quoi? Le printerless, c'est sur l'interface un petit code barre qui est visible sur l'interface, que vous allez pouvoir amener à la poste, que le client final va pouvoir amener à la poste pour flasher le code barre et imprimer le bon de retour directement. Donc c'est-à-dire qu'avec Bigloo, tu n'as plus besoin d'avoir d'imprimante. Il faut savoir qu'il n'y a que 30% des Européens qui ont une imprimante chez eux.
C'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Il y a un marché. Il y a un marché. Non, mais en fait, moi j'habite à Paris, je suis pas dans un énorme appart, du coup j'ai pas la place pour une imprimante, ou en tout cas elle prendrait de la place dont j'ai besoin pour autre chose. Exactement. Ouais. Donc j'ai pas d'imprimante. Si vraiment j'ai besoin d'imprimer un truc, je vais dans un copy-top ou au bureau. Mais la réalité c'est que quand tu es chez toi et que tu veux retourner un produit, c'est quand même une grosse friction de devoir aller au bureau ou de devoir aller dans un copy-top pour imprimer ton truc. Ou aller chez un ami. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais avec Big Blue? Tu l'imprimes pas. Tu vas directement à la poste, tu montres ton code barre, ils impriment pour toi. Donc tu as juste à refermer ton colis et à l'amener à la poste, ils impriment l'étiquette de retour pour toi. Excellent. Et ce que j'ai pas dit, c'est avant ça, c'est que sur l'application, tu peux choisir les produits que tu veux retourner. Tu peux choisir les produits et les raisons. Ce qui fait qu'en amont du retour, la marque a accès aux informations. C'est pourquoi et quels produits vont être retournés. Quels produits et pourquoi ils vont être retournés. Un maximum d'informations pour que la marque puisse progresser. Pour qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse savoir à quoi s'attendre, savoir quand est-ce qu'elle va recevoir ses marchandises. Il faut savoir que c'est aussi traqué, c'est suivi. Okay. Donc les retours sont suivis à partir du moment où la personne décide de faire le retour jusqu'à la réception à l'entrepôt. Ce qui fait que et la marque et le client final savent quand est-ce qu'ils vont recevoir la marchandise. Ok. Quand est-ce qu'on va recevoir la marchandise parce que du coup c'est un retour. Excellent. Et justement, du coup maintenant, comment vous vous rémunérez? Comment Big Blue fait pour vivre avec tout ça? Alors, nous on est beaucoup aux variables. C'est assez intéressant Big Blue parce que si tu envoies pas beaucoup de commandes, tu vas pas payer cher. On a un frais fixe, un abonnement mensuel que tu vas payer en fonction de l'accès que tu vas avoir sur l'application. Qui n'est pas corrélé au nombre de commandes, non, etc. mais il n'est pas très cher. En vrai, on n'est pas très cher. C'est vrai. Et derrière, nous, on est tout aux variables. C'est un peu comme Stripe ou même Shopify. Quand tu vas faire des envois, nous, on va prendre un peu d'argent sur chaque envoi. Et si tu as déclenché ce qu'on appelle des packs, si tu, par exemple, as le pack conversion, si tu utilises des fast tags, on va te facturer un petit peu pour chaque utilisation du fast tag. Mais c'est minime, en fait. C'est-à-dire que notre argent, on ne va pas le chercher massivement, on ne va pas te demander 10 000 euros tous les mois. Non, c'est que si tu fais de l'argent grâce à Big Blue, si tu utilises nos produits tous les jours et que tu grandis, là, on va te coûter de l'argent. Donc on voulait vraiment que ça soit du variable le plus possible et que ça coûte pas, et qu'il n'y ait pas d'upfront pour les marques. Donc en fait c'est assez transparent. Les marques peuvent scaler avec nous et effectivement nous payer en fonction de leur volume. Et en termes justement de rémunération variable, est-ce que vous avez des tarifs dégressifs selon le nombre de commandes pris en charge? Ouais, alors on a des tarifs dégressifs sur la logistique en fonction du volume. Mais aussi sur les packs, donc le pack conversion, le pack retour, le pack delivery, ça dépend ce que tu prends. C'est-à-dire que si tu prends un plan très élevé, tu vas avoir droit à des prix qui sont un peu moins chers. Voilà. Naturellement. Très bien. On a à peu près les mêmes noms que Shopify. On a le plan Starter, Big Blue, Advanced, donc comme Shopify, et Plus. Plus, c'est vraiment pour les marques qui sont très avancées, qui ont plein de marchés, qui veulent les intégrations ERP, etc. Mais un plan Advance classique, c'est pas très très cher. Tous les mois, c'est moins de 300 euros. Et ça te permet de faire beaucoup de choses et d'obtenir des prix sur les packs qui sont inférieurs. Qui sont très intéressants. Exactement. De toute façon, par rapport à on peut dire la concurrence, vous êtes très intéressant. Et en plus, l'outil que vous avez, avec le retrait de tous les points de friction qu'on peut avoir, justifie clairement l'investissement de chaque marque. En fait, c'est ça, c'est qu'on est moins cher que la concurrence qui va faire seulement les emails ou seulement les retours ou seulement, qui va faire une toute petite partie. On est moins cher qu'eux et on a tout qui est préintégré. Donc tu vois, on a cette logique-là d'avoir un hub où tu peux gérer l'intégralité de tes opérations. Ok. Écoute, merci pour toi, merci pour Big Blue. Maintenant, on va quand même apporter un maximum de valeur supplémentaire. Vous n'êtes pas là que pour avoir une interview, messieurs, dames, sachez-le. Sur la logistique, aujourd'hui, est-ce que tu peux décrire simplement quel est le déroulé entre le moment où la personne va commander et le moment où la personne va recevoir son colis chez Big Blue dans vos entrepôts? Alors, il y a le chez Big Blue qui est le schéma idéal et il y a ce que font les marques en règle générale. On va pouvoir en parler. C'est vrai que
Nous, dans l'idée, on veut que le client soit au courant à tout instant de où en est sa commande. Donc, il va commander sur ton site internet, il va passer commande à 17h. Ok. T'as pas envie de recevoir le premier email le lendemain à 18h30. Ok. Exactement. T'as besoin d'avoir un email de confirmation. Donc ça, tu connais l'email de confirmation, c'est un email transactionnel classique. Mais ensuite, nous, assez rapidement, alors dans les quelques minutes qui vont suivre, on va mettre la commande en préparation. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir des personnes à l'entrepôt qui vont commencer à préparer la commande. Ça, tu veux l'indiquer. C'est-à-dire que tu veux l'indiquer à ton client, ah, à l'entrepôt, il se passe un truc, on s'occupe de toi. Tu vois. Ok. Et en fait, le client final, c'est pas un email qu'il voit négativement parce que il a commandé chez toi récemment, il y a un intérêt, parce qu'il a dépensé de l'argent sur ton site, donc il est intéressé par cet email-là. Donc recevoir un email de confirmation et 1 heure plus tard, par exemple, recevoir un email comme quoi la commande est déjà en préparation, c'est ultra positif. Ça, c'est vraiment un idéal que Big Blue fait, mais que la plupart des marques ne font pas. Ensuite, on envoie un email à partir du moment où la commande va être remise au transporteur. Ok. Donc, déjà, quand la commande est terminée d'être préparée, et ensuite quand elle va être remise au transporteur. Pourquoi parce que, pareil, c'est un événement qui est notoire, et puis c'est cool. Souvent, on est capable de mettre en livraison dans les quelques heures qui ont suivi ta commande. C'est-à-dire qu'on est capable de donner au transporteur la commande dans les quelques heures qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que dans nos entrepôts, les transporteurs, un même transporteur, je sais pas, un Colissimo, un colis privé, il peut passer jusqu'à 7 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'il va passer toutes les 2-3 heures. Pour récupérer toujours une nouvelle salle de colis. Exactement. Ok. Exactement. Donc en fait, nous, on a toujours des colis qui sont disponibles et on va essayer de le mettre en livraison le plus souvent possible. Donc il va récupérer, l'amener dans son hub et pouvoir relivrer derrière. Et on aime bien regarder un peu les datas et on a certains clients qui ont commandé par exemple à 17h qui sont livrés le lendemain à 9h. Ah oui. Ou on met moins de 24 heures, on met une douzaine d'heures pour livrer. Donc il y a une efficacité Qui est dingue. qui est dingue, ouais. Qui est dingue. Donc le client il commande à 17h, à 18h il reçoit l'information comme quoi la commande est en préparation, à 19h elle a été remise au transporteur, Ok. le lendemain matin à 7h il reçoit un autre email qui dit le livreur va arriver, va bientôt vous livrer, tu vois. Et il reçoit un email de confirmation que ça a bien été livré. Franchement, ça c'est ton scénario idéal. C'est assez royal. Et c'est vraiment ce que je conseille de faire à tout le monde, parce que tu rassures ton client, tu lui envoies des emails dans lesquels tu peux faire du marketing, tu peux mettre des CTA, tu peux essayer de l'enroll sur le partnership programme, des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Une fois que la commande a été livrée, c'est pas fini. Exactement, c'est souvent que le début. C'est que le début. Donc c'est le moment où nous on va envoyer un email de confirmation de livraison pour faire ce que je te disais tout à l'heure, demander si c'est bien passé ou si ça s'est mal passé. C'est très simple, il y a un widget dans l'email où vous avez good ou pour, donc bon ou mauvais. Et ensuite la personne va laisser la raison qui fait que la personne est contente ou insatisfaite et laissera un commentaire qui sera envoyé du coup au SAV. Exactement. Comme on en discutait tout à l'heure. Donc ça, je reviens pas là-dessus, mais effectivement, c'est ultra important. Et c'est aussi l'endroit où tu peux mettre ton lien de retour. Tu vois, genre, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retourner. Et donc là, il peut se passer des choses, effectivement, après. Et vu que nous, on envoie la notification sur Klaviyo, enfin qu'on envoie un statut sur Klaviyo qui indique que ça a été livré, toi, tu peux commencer à déclencher les flows que tu veux. Exactement. Et c'est là que, tu vois, pour moi, le triptyque Shopify, Big Blue, Klaviyo te donne une expérience de folie parce que tu vas pouvoir vraiment les étonner. On sait que tu as été livré, mais ils savent, tu vois, c'est pas Big Brother parce que ils savent bien que tu as les notifs, etc. On sait que tu as été livré. On va te laisser 2-3 jours pour essayer le produit, etc. Je sais pas, si tu as un produit, si c'est une crème, peut-être que la crème, tu vas pas l'essayer dans la minute, tu vois. Donc 2-3 jours plus tard, tu vas recevoir un email. Qu'est-ce que tu as pensé du produit, tu vois. Tu peux aussi envoyer un email le lendemain pour dire attends, un peu plus de contenu pour t'expliquer comment utiliser notre produit. Mode d'emploi, contenu d'utilisation, conseils, astuces. Avis client aussi pour que la personne soit bien alignée avec son achat et se dise j'ai fait le bon choix. Ça marche très bien aussi. Ça, c'est la partie email. Quand tu reçois le colis, il y a autre chose qui est très important. C'est ce qu'on appelle l'unboxing. Donc l'unboxing, c'est comment tu vas rendre l'expérience d'ouverture du colis stylée, cool
Et comment tu vas faire en sorte que ton client, il a envie de racheter? Premièrement parce qu'il a une bonne expérience, il a envie de parler de ta marque. Exactement. Donc il doit être surpris, sans doute. Il doit être surpris. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que tes clients, tu dois tous les considérer comme des influenceurs. Si tu fais comme si n'importe quel client pourrait parler de toi sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas, hein, Ce qui est le cas, exactement. qui pourrait faire des UGC, etc. Si tu traites ton client comme ça, le jour où ça arrive, t'es prêt. Tu vois, t'es prêt. Et même si la personne publie sur ses réseaux sociaux et qu'elle a que 500 followers, donc c'est pas vraiment un influenceur, mais que c'est de la famille, des amis et tout, et que cette personne-là te génère 20 commandes, c'est énorme si tu veux. C'est Exactement. énorme. Même un WhatsApp, tu vois. Un cercle familial est quand même la communauté la plus qualifiée Ouais, par rapport exactement. à la personne qui a acheté. Mais tu fais un WhatsApp où tu as ta famille. Moi, personnellement, j'ai un WhatsApp où j'ai ma famille. Mhm. Si j'ai une bonne expérience, je leur envoie, trop cool cette marque, etc. Alors oui, il y a 5 personnes, mais il y a certainement 4 sur 5 qui vont commander. Ça me fait penser d'ailleurs que c'est quelque chose à essayer en email marketing, à ne pas hésiter justement à proposer aux clients d'en parler à leur famille, d'envoyer même le message dans le groupe WhatsApp. Parce que ça, c'est très très généralisé aujourd'hui. Les gens Ouais. communiquent énormément avec leur famille et leurs amis, Exactement. et donc c'est un canal impeccable pour renouveler et pour fidéliser. Non, et alors, donc l'unboxing, comment il doit être? Pour moi, un unboxing parfait, c'est un unboxing qui est sensoriel. Et surtout, alors tu as la vue. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le e-commerce se confronte au retail. Quand tu vas rentrer dans un magasin, c'est stylé, c'est beau, tu as des belles lumières, tu as des couleurs, tu peux toucher les choses, ça sent bon, etc. etc. Et tu es accueilli par quelqu'un. En fait, ton ouverture de colis, tu dois la réfléchir comme ça, comme une expérience retail. Donc, d'avoir quelque chose que tu peux toucher, potentiellement des produits en plus, des goodies. Ok. Moi, je conseille toujours de mettre des goodies. Mm. Quand on a fait Morning, quand on faisait des jeux de société, on mettait des paquets de bonbons en plus dans les commandes. Ça marchait hyper bien. Tu peux faire la même chose. Pourquoi? Parce que les personnes, elles sentent que tu as fait le petit plus, tu vois. Le petit plus, exactement. Tu peux faire découvrir un autre produit, Et tu peux mettre un petit échantillon. un Tu échantillon. peux mettre une petite goutte de huile essentielle pour qu'il y ait une odeur, par exemple. Alors, nous, on propose pas ça, mais tu peux. Ça marche bien. Le parfumage des colis, nous, on le fait pas encore, mais c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Exactement, parce que ça fait partie vraiment de ce côté émotionnel, sensitive, où Exactement. la personne joue beaucoup aussi de son odorat. Et naturellement, quand ça sent bon, ça met en confiance. Exactement. Et ça, on le fera à un moment donné. Mais il faut, opérationnellement parlant, c'est compliqué parce que tu vois, genre savoir combien il reste dans les parfums, changer les parfums, etc. C'est quand même Oui, et qu'est-ce qui plaira aussi aux gens? Parce que si exactement. tu mets du 1 million, à tout le monde. Effectivement, ça va pas leur place. ça va Il faut piquer, peut-être ouais. avoir plusieurs parfums et tout. Donc nous, on étudie le sujet, mais pour l'instant, on le fait pas. Il faut que ça soit visuel. Quand tu ouvres ton colis, alors souvent moi je conseille de ne pas brander l'extérieur du colis pour éviter les vols et tout. Nous on maîtrise beaucoup de choses, mais c'est vrai que le livreur dans son camion tout seul, on le filme pas, et parce qu'on n'a pas le droit de toute manière. Exactement. Donc éviter les tentations, pas tenter le diable. Un Louis Vuitton sur un emballage. C'est pas une bonne idée. Exactement. C'est un pas une bonne idée. On n'a pas vu Louis Vuitton comme client, mais Encore. c'est pas une bonne idée. Encore. Par contre, brander l'intérieur, à fond. C'est-à-dire que tout ton colis, il faut que ton expérience, elle soit stylée. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un logo, il faut que tu aies des couleurs. Et même, tu parlais tout à l'heure de donner des directives pour qu'ils en parlent à leur groupe WhatsApp. Tu peux très bien faire ça. Tu peux dire, bah voilà, tu viens recevoir ton colis, parle-en à tes amis. Sur une carte? Sur une carte. Tu peux Exactement. mettre une carte, mais tu peux même imprimer ça dans le colis. Ouais. Il y a pas mal de marques, il y a des marques qui veulent plus imprimer de cartes pour éviter de faire des déchets. Elles impriment toutes les informations qu'elles auraient imprimées sur une carte directement sur le colis. Sur le packaging, dans Exactement. l'intérieur, par exemple, de la boîte, etc. Exactement. Ça, c'est une excellente idée d'ailleurs, Voilà. effectivement. Ouais. Pour ceux qui jouent justement sur ce côté écologique, c'est intéressant à jouer comme jeu. Je crois que j'ai fait le tour de ce que doit être une livraison parfaite. Et après, ça Ouais, suit commerce. naturellement, parce que bien sûr, si la personne n'est pas contente, on en a parlé tout à l'heure, mais pareil, le suivi, le retour et tout le process derrière doit être ultra qualitatif. Exactement. Mais on a déjà tourné beaucoup autour du sujet. Exactement. Excellent. Et aujourd'hui, pourquoi tu conseilles, toi, d'externaliser sa logistique? Et est-ce que tu conseilles aussi, dans certains cas, de l'internaliser? Ouais, alors, tu vois, à l'époque où j'ai lancé ma première marque, donc il y a 12 ans, les solutions logistiques n'étaient pas au niveau, mais les attentes n'étaient pas au niveau non plus. Tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un s'attend à recevoir son colis en 5 jours, il n'y a pas de souci. Donc en fait, tu peux avoir des opérations qui sont moyennes, tu peux être assez mauvais en règle générale, et quand même avoir des clients qui sont satisfaits. Aujourd'hui, les attentes consommateurs,
elles sont beaucoup trop élevées pour qu'avec une simple logistique qui fonctionne bien, tu aies des clients satisfaits. En fait, tu as besoin de livrer en 1 jour, en 2 jours max, tu as besoin d'un suivi qui soit parfait, tu as besoin d'outils pour les retours, etc. Et en fait, ça, redévelopper ça, c'est pas possible. Nous, si tu veux, on a une équipe de dev qui est énorme, on a des dizaines et dizaines de personnes dans l'équipe dev qui font ça toute la journée, tu vois. Toi, en tant qu'e-commerçant, tu peux pas faire ça. C'est pas ton métier, tu vas pas. Ça sert à rien de réinventer la roue, tu vois. Et les solutions logistiques classiques, bah, tu sens qu'elles sont plus à la page et qu'elles n'arrivent plus à suivre. Parce que les solutions logistiques classiques, elles sont pas tech first. Ça se voit déjà à l'interface de 90% des services de logistique. Bien sûr. Et elles s'en rendent compte de plus en plus. J'ai envie de te dire que les solutions logistiques les plus malines maintenant travaillent avec nous parce qu'ils se disent que eux, ils savent très bien faire la logistique. Nous, on sait très bien faire la tech. Et du coup, en fait, on s'associe à des groupes logistiques qui ont des dizaines, voire des centaines d'années pour certains. Donc, ils savent exactement comment faire des opérations et être le plus efficace possible. Et nous, on apporte notre expertise technique. Donc, on va implémenter notre propre techno WMS, Warehouse Management System, dans l'entrepôt. Donc, c'est notre tech qui va gérer l'intelligence dans l'entrepôt jusqu'à la tech customer facing, jusqu'aux interfaces de retour, de suivi, etc., dont on parlait tout à l'heure. Ok. Et il y a même beaucoup de grandes marques qui externalisent leur logistique. En fait, toutes les grandes marques externalisent leur logistique. Il y en a très peu qui ont leur logistique en interne, et ceux qui ont leur logistique en interne, généralement, c'est parce que c'est leur métier. Tu veux Amazon, alors d'ailleurs, Amazon externalise aussi une partie. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Donc ils ont des entrepôts de débord. Quand ils grossissent trop, ils peuvent pas monter un entrepôt comme ça Amazon en 2-2. Bah ils tentent, mais après il y a des aides. C'est compliqué. Voilà. Donc ils ont donc même eux, même Amazon peut externaliser. Mais la réalité c'est qu'Amazon c'est son métier. C'est-à-dire qu'Amazon ils n'ont pas vraiment de marque. Alors maintenant ils ont des produits, ils font énormément de choses, mais leur métier c'est de livrer vite. Leur métier c'est de t'apporter une qualité d'expérience qui soit extrêmement élevée. En fait, ils ont un métier qui est similaire à celui de Big Blue, à une échelle qui est incroyable, et avec un pan marketplace qu'on n'a pas. Mais c'est la même chose, c'est qu'ils veulent que les clients soient extrêmement satisfaits. Et en fait, si tu regardes les marques pure player, donc ils font leurs propres produits, même les gros, les Cézanne, les Nike, les Gymshark, etc. Là, je viens de te citer 3 marques, pas une seule de ces marques à leur propre entrepôt. Ils n'ont pas leur propre entrepôt. Ok. Et Cézanne, par exemple, on partage un entrepôt avec eux. C'est te dire à quel point, ouais, bien sûr. Excellent. Et t'as des, tu vois, nous on fait la logistique de Damalogica, c'est des grands groupes, tu vois. On fait la logistique, Unbottled, From Future et tout. Non, ils ont pas leur propre entrepôt parce qu'ils ont compris que c'était pas leur cheval de bataille et que surtout, s'ils commençaient à faire ça, ils allaient certainement perdre en qualité. Ça va leur coûter plus cher, ils n'ont aucun intérêt. Parce qu'ils sont obligés de créer un nouveau pôle, de recruter des personnes, d'avoir aussi bien sûr énormément de points de friction, de problèmes au début qui va prendre la tête aussi de la direction et complètement les défocus. Même pas qu'au début, en fait, c'est des problèmes qu'ils ne pourront jamais résoudre. Au vu des attentes consommateurs, au vu de ce qu'ils doivent développer aujourd'hui, en fait, il y a un gap qui est devenu trop grand. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, tu pouvais faire une logistique qui était pas trop mal avec des bouts de ficelle, des connecteurs, des trucs comme ça, et ils étaient pas trop loin. Maintenant, en fait, le niveau, il y a un gouffre entre le niveau qui est attendu en termes de logistique et les capacités des marques à le faire elles-mêmes. Tu vois. Ok, je comprends parfaitement. Ouais. En France, le marché est complètement évangélisé. Je connais plus trop de marques qui font la logistique elles-mêmes. Et tu me demandais s'il y avait des problématiques qui nécessitaient de faire sa logistique soi-même. Parfois, c'est possible, ouais, c'est possible quand. Alors, par exemple, je te donne un exemple qui est relativement rare, mais dont on parlait tout à l'heure. Tu fais ta propre production, tu as tes propres usines et tu es en flux tendu. Ok. Quand tu es en flux tendu, tu produis à la commande, effectivement, tu vas gérer ta logistique toi-même. Tu penses par exemple qu'une marque comme Asphalt, elle-même, va gérer par exemple sa logistique en interne? Asphalt, ils externalisent. Ils externalisent aussi du coup? Ouais. Ok. Avec des process qui sont adaptés justement à leur système de précommande. Ouais, exactement. Mais moi, je te parle par exemple de personnalisation à l'extrême, c'est-à-dire que tu vas avoir un t-shirt avec écrit ton nom derrière, ou alors tu vas avoir un matelas qui va être fait à ta taille, des matelas sur mesure. Des artistes, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement. Là, tu es obligé de gérer
ta logistique en interne. Mm. Même des artisans, tu vois, qui vont jamais surproduire, qui vont jamais avoir de stock. Ok. Qui vont, voilà. Et là, t'es obligé. Quand la production est immédiate et à petite échelle, voire individuelle, là Ouais, c'est internalisé. Sinon, il faut l'externaliser. Exactement. Même au début. Exactement. Même au début, par exemple, quand je fais 100 commandes par mois, Non, alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est pour ça aussi que nous, on commence à 500 commandes par mois. C'est que je pense que apprendre à faire ça toi-même au début, c'est bien. il Tu faut. vois. Il Ouais. faut parler le langage, il faut maîtriser, il faut comprendre. Et mettre en place une logistique, alors avec Bilou, c'est ultra simple, Ouais. mais c'est quand même du temps. Tu dois faire tes connecteurs, etc. Et c'était pas ta prio du début, si tu veux. Ta prio du début, ça doit pas être ça. Ça doit être d'aller chercher des clients, de faire du marketing, de faire un bon produit et tout, et de faire ton truc toi-même chez toi, ta logistique toi-même chez toi au début. Ça te permet d'itérer beaucoup. Alors ouais, à un moment donné, tu vas faire 5-10 commandes par jour, tu vas dire, ah, ça me saoule. Ouais. Quand tu fais 10 commandes par jour, c'est le moment où tu peux te dire, ok, ça vaut peut-être le coup de penser à externaliser. Effectivement. Mais au début, c'est important aussi pour même voir son produit en vrai. Le toucher, le comprendre Exactement. et savoir aussi comment on peut l'améliorer. Exactement. Excellent. Et selon toi aussi, on va terminer là-dessus, quelles sont les 3 pires erreurs à éviter en logistique? Toute marque, tout type, toute activité. Alors, on va parler des retours. Moi, j'aime bien qu'on parle des retours. Je pense que de refuser les retours ou de les rendre compliqués, d'ajouter de la friction, c'est une bêtise parce que premièrement, ajouter de la friction, ça réduit ta conversion. Et en fait, tu as des personnes, tu as des marques qui, sous prétexte de vouloir améliorer leur rentabilité en réduisant les retours, réduisent leur conversion. Et donc en fait, ils ne se retrouvent pas du tout. Ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est un peu un mal silencieux. Si tu veux. Tu as ce problème-là, tu t'en entends pas trop parler parce que la conversion qui baisse, c'est pas trop visible. Ouais. Tu continues à dépenser sur Facebook, etc. Mais ta conversion va te coûter plus cher. Ça, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose, c'est, je pense que aujourd'hui, de livrer en plus de 3 jours, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable de livrer en plus de 3 jours. Même si c'est annoncé et justifié. Ouais. Si la marque le dit, livraison en 5 jours pour X raisons. Même des fois, Ah. même sans justifier. Hein. Alors, Non, livraison 5 jours. sans Ouais. justifier, c'est interdit Ok. par la loi du e-commerce. Intéressant, non, sachez-le. Et justifier, oui, parce que j'ai une production à l'unité, donc dont on parlait tout à l'heure. Je dois personnaliser ton produit, je dois graver quelque chose sur ton produit. Oui, dans ces cas-là, oui. Mais pour moi, c'est les rares exceptions, ou alors les précommandes. Mais c'est autre chose pour moi. La précommande, c'est une autre problématique. Si tu as des produits en stock, tu dois livrer en 3 jours ou moins. Aujourd'hui, 24-48 heures, c'est un standard. Tu vois, c'est un standard qu'il faut respecter. Et voilà. Mais on entend et entendez bien, sachez-le. Et si vous, justement, vous avez des livraisons à 4-5 jours, et ben si vous avancez à 2 jours, peut-être que déjà le taux de conversion pourra augmenter naturellement. C'est certain. Et le client sera satisfait parce que dans la norme de ce qui se fait. C'est dans la norme de ce qui se fait, ouais. Et je peux associer à ça, je veux dire, c'est pas mon troisième truc, c'est 2 bis, indiquer en amont la date de livraison, l'ETA, en fonction de la zone géographique, donc avec les fast tags de Big Blue de préférence, mais il y a d'autres solutions qui essayent de faire la même chose. Indiquer la date de livraison exacte, ça augmente la conversion, c'est drastique. Nous, on a environ 20 à 25% de conversion en plus grâce à ça, grâce au fast tag. Chez Big Blue, on constate 20 à 25% de conversion en plus grâce au fast tag. Ah ok, c'est énorme. Donc le fast tag, hein, c'est bien la livraison qui est indiquée exactement au jour de livraison. Sur la page produit. Sur la page produit, via un widget de Big Blue. Via un widget de Big Blue qui s'intègre extrêmement bien. Et la troisième recommandation, je dirais que c'est la personnalisation. Alors tu me dis les choses à ne pas faire, donc c'est ne pas personnaliser. Pourquoi ? Parce que personnaliser, c'est pas très dur à mettre en place. Alors évidemment, au début, quand tu lances ta marque, c'est pas obligé. Mais même au début, quand tu lances ta marque, tu peux très bien lancer des bonbons dans ta commande, mettre une petite carte, personnaliser des choses comme ça. Et à l'échelle, c'est ultra important. Parce que le client, il doit comprendre qu'il n'a pas commandé sur Amazon. Que tu cares, que tu as vraiment envie que son expérience se passe bien. Et tu vas t'éviter plein de problèmes, plein de backlash sur les réseaux sociaux, plein d'insatisfaction cachée. L'insatisfaction cachée, c'est la pire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas satisfaite et qui t'en parle pas, qui ne commandera plus, c'est horrible. Si elle montre que tu as fait l'extra step,
si tu montres que tu as fait l'extra step, si elle voit ça, la personne, bah en fait, ça change complètement ton rapport, ça change complètement le rapport des clients finaux à la marque.